Avez-vous déjà eu un moment où une seule phrase change tout? C'est ce qui s'est passé lors de la fête de promotion de mon père. Je m'appelle Maria Coleman, j'ai 30 ans, et j'ai passé ma vie dans l'ombre de mon frère cadet. Lui, l'enfant chéri, gâté par des écoles privées, des vacances à Paris et une BMW étincelante pour ses 18 ans, tout ça parce qu'il avait été un enfant malade qu'on ne pouvait jamais blâmer. Moi, j'étais la pré-pensée, me débrouillant seul, me battant pour aller à l'université sans aucun encouragement. Mais j'ai construit quelque chose de grand, quelque chose que personne n'attendait. Lors de cette grande soirée de mon père, entouré d'une famille qui me connaissait à peine, mon frère a décidé de me provoquer. Toujours coincé dans ce boulot de bureau, dit-il avec un rictus moqueur, défiant ma réussite. J'aurais pu me taire comme toujours. Au lieu de ça, j'ai lâché la bombe, je possédais un Pantouz à Monaco. Son visage s'est tordu, sa voix a craqué en criant « Tu mens ». Ma mère s'est figée, mon père a fait tomber son verre, et la pièce est devenue silencieuse. Je n'avais pas prévu de révéler mon secret, mais sa provocation a allumé la mèche. Cette nuit-là n'était pas seulement marquée par son effondrement ou leur stupéfaction, elle a déclenché une chaîne de mensonges et de trahisons que je n'avais jamais anticipées. Une phrase de ma part, au milieu du chaos, a bouleversé notre famille pour de bon. Avez-vous déjà été sous-estimé par un membre de votre famille, qui a fini par le regretter? Racontez votre histoire dans les commentaires et précisez où cela s'est passé. Notre maison à Indianapolis semblait parfaite, mais elle cachait beaucoup de douleur. De l'extérieur, notre famille incarnait le rêve américain, 2 enfants, des parents attentifs, une vie stable à Indianapolis. Mais à l'intérieur, j'étais toujours celle qui ne rentrait pas dans le cadre. Mon frère cadet, le bébé de la famille, était leur star. Il avait été malade tout petit, passant des mois à l'hôpital, ce qui le rendait intouchable. Mes parents l'appelaient leur miracle, leur fierté, l'inscrivant à des cours de musique privés, l'envoyant dans des camps d'été luxueux en Suisse, se vantant de chacun de ses exploits. Moi, j'étais juste Maria, l'aînée, censée comprendre. À 15 ans, je travaillais les week-ends dans une boulangerie locale, pétrissant la pâte et nettoyant les comptoirs pour économiser pour l'université. Mes parents ne battaient pas un cil quand je restais éveillé tard pour étudier et décrocher des bourses. « Tu es si indépendante », disait ma mère, comme si c'était un compliment, mais ce ne l'était pas. C'était leur façon de dire qu'ils n'avaient pas besoin de s'occuper de moi. Mon père, toujours absorbé par son travail, avait de grands rêves pour mon frère, espérant qu'il suivrait ses pas, il a un potentiel de leader, s'enthousiasmait-il, tandis que moi j'étais ignoré, jugé trop concentré sur les chiffres. Il voulait que je poursuive quelque chose de plus brillant, pas la finance, qu'il considérait comme ennuyeuse. Et ce n'était pas que. Ma tante et mon oncle, qui vivaient à proximité, étaient tout aussi injustes. Ils avaient promis de m'aider pour mon fonds universitaire lorsque j'avais été accepté dans un programme de finance. J'ai passé des semaines à rechercher des écoles, imaginant leur soutien. Mais quand mon frère avait besoin de cours particuliers supplémentaires pour ses classes de surdoués, ils ont dirigé leur argent vers lui. Il a tellement de potentiel, disait ma tante, sans même me regarder. Mon oncle hochait la tête comme si je n'étais pas dans la pièce. J'ai avalé la déception, mais elle a laissé une marque. La seule qui me voyait vraiment était ma grand-mère. Elle était différente, vive, silencieuse et farouchement indépendante. À 16 ans, elle m'a tendu un exemplaire usé de The Intelligent Investor de Benjamin Graham, cela vaut plus que leurs promesses vides, m'a-t-elle dit en me fixant. Elle m'a fait m'asseoir à sa table de cuisine, m'apprenant à lire les graphiques boursiers et à ouvrir un petit compte d'investissement avec mes économies de boulangerie. Commence petit, Maria, laisse croître, m'a-t-elle conseillé. Ces après-midi passés avec elle étaient mon fil de vie. Elle se moquait des récitals de piano de mon frère ou de ses voyages en Europe, elle croyait en moi, mais même sa foi ne pouvait effacer l'injustice. Chaque fois que mes parents organisaient une fête pour les réussites de mon frère, comme un B en maths, ils remarquaient à peine mes imparfaits. Je rentrais avec des offres de bourse et ma mère acquiesçait juste, c'est bien, Maria, avant de demander si j'avais vu le dernier prix de mon frère. Mon père ajoutait, il va diriger une entreprise un jour. Je serrais les dents, sachant qu'il ne me verrait jamais de la même manière. Le pire fut quand je les ai entendus parler à ma tante un soir. Maria est tellement pratique, disait ma mère comme si c'était un défaut. Elle s'en sortira toute seule. Mon père acquiesçait, notre garçon a plus besoin de nous. Je restais figé dans le couloir, ma lettre de bourse froissée à la main. Ce moment m'a brûlé. Il ne se contentait pas de le favoriser, il m'avait rayé.
travailler à la boulangerie m'a appris plus que mes parents. J'ai appris à gérer mon budget, à travailler dur et à rester discrète. À 17 ans, j'avais économisé assez pour acheter mes livres du premier semestre, et les conseils d'investissement de ma grand-mère avaient transformé mes $200 en $500. Ce n'était pas énorme, mais c'était à moi. J'ai cessé d'attendre quoi que ce soit de ma famille. Leur attention pour mon frère, ses cours, ses voyages, son potentiel, ne faisait que me pousser à travailler plus. Je n'étais pas parfaite. Certaines nuits, je restais éveillé à me demander pourquoi je n'étais pas suffisante. Mais ces pensées ne duraient pas, la voix de ma grand-mère revenait, « Tu n'as pas besoin de leur approbation, Maria. » Elle avait raison. Je n'avais pas besoin de leur argent ni de leur louange. Je devais prouver que je pouvais réussir sans eux. À 18 ans, quand j'ai été accepté dans un programme de finance, je n'ai même pas prévenu mes parents avant de verser le dépôt. Ils étaient trop occupés à préparer la fête de remise des diplômes de mon frère. Ma tante et mon oncle lui ont envoyé un chèque pour ses dépenses futures, moi, j'ai reçu une carte avec $20, mais cela m'était égal. J'avais ma bourse, mes économies et le livre de ma grand-mère sous le bras. J'étais prête à partir. L'injustice de ces années m'a façonné. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'attention, mais d'invisibilité. Mes parents, ma tante, mon oncle, tous avaient misé sur le mauvais enfant, et j'étais déterminé à leur montrer qu'ils avaient tort. Après le lycée, j'ai déménagé à Louisville pour repartir à zéro. Louisville m'a donné une chance d'être plus que la sœur de Ryan. À 18 ans, quitter Indianapolis pour Louisville, c'était comme respirer pour la première fois. Loin d'Indianapolis, je n'étais plus juste la sœur ignorée. Je me suis inscrite en programme de finance, j'ai obtenu mon diplôme avec mention et décroché un poste dans une petite start-up du district financier en plein essor de la ville. L'entreprise, modeste, se concentrait sur l'analyse des risques pour des entreprises de taille moyenne et a pris un pari sur moi. Je me suis plongé dedans, travaillant tard le soir, analysant les données et repérant des tendances que d'autres manquaient. Mon aptitude à prédire les mouvements du marché m'a valu le respect et une belle part d'action lorsque la start-up a été rachetée par un acteur plus important 3 ans plus tard. Ce gain a tout changé. Les leçons de ma grand-mère à la table de cuisine ne m'ont jamais quitté. En 2017, alors que les crypto-monnaies étaient encore un sujet de niche, ses conseils résonnaient, prends des risques intelligents, Maria. J'ai étudié le marché, investi une partie de mes économies dans le Bitcoin et l'Ethereum, et regardé mon portefeuille croître pendant les années de boom. En 2020, j'avais encaissé assez pour acheter un Penthouse à Monaco, avec vue sur l'océan, un rêve devenu réalité. C'était ma victoire secrète, symbole de tout ce que j'avais construit seul. Je n'ai rien dit à ma famille, ayant appris depuis longtemps qu'ils ne faisaient que me comparer à mon frère et je n'étais pas prête pour leur jugement. Pendant ce temps, mon frère vivait une autre vie. Il avait déménagé à Chicago, financé par nos parents, qui le considéraient toujours comme leur enfant doré. Son Instagram était un défilé d'excès, fêtes sur yacht, vêtements de marque, rooftop. Living my best life, écrivait-il en légende, pendant que maman et papa lui envoyaient de l'argent pour son loyer ou ses projets. Je ne le suivais pas, mais des amis communs m'envoyaient des captures d'écran, secouant la tête. Son amie Kristen Walsh, qui avait autrefois rivalisé avec moi pour une bourse au lycée, était toujours dans ses publications, le poussant. Elle avait été amère quand je l'avais battue pour ce prix, et maintenant elle murmurait à son oreille, répandant des rumeurs selon lesquelles je n'étais qu'une employée de bureau à Louisville. Je laissais passer. Leurs opinions ne payaient pas mes factures. Mais ça piquait quand ma mère, toute fière, appelait pour se vanter du dernier voyage de mon frère à Miami, il fait du networking avec de grands noms, disait-elle, tandis que je gardais le silence sur un contrat d'1 million de dollars que je venais de conclure. Quand elle me demandait mon travail, c'était anecdotique, toujours dans la finance, disait-elle comme si c'était un passe-temps. Mon père était pire, me donnant des leçons sur la nécessité de penser plus grand, comme si ma carrière n'était qu'une étape. Il ne s'intéressait jamais à ma vie, ne venait jamais visiter mon appartement. J'étais toujours la pratique, celle qui s'en sortirait. Les rumeurs de Kristen se sont propagées plus loin que prévu. Lors d'un mariage chez des amis de la famille, j'ai entendu quelqu'un dire « Maria n'est qu'une comptable, rien à voir avec son frère ». J'ai souri poliment, mais à l'intérieur, j'étais en colère. Kristen avait convaincu la moitié de notre ville natale que j'étais une simple employée subalterne, tandis que mon frère était destiné à la grandeur. Elle ne savait pas que je revenais tout juste de Monaco, où je finalisais les papiers pour ma propriété.
Je n'avais pas besoin de leur validation, mais leur mépris me touchait quand même. Mon travail me maintenait les pieds sur terre. Après l'acquisition de ma start-up, j'avais rejoint une petite société d'investissement conseillant des clients sur des portefeuilles à hauts enjeux. J'étais vraiment doué, et mes supérieurs l'avaient remarqué. Ils me confiaient les projets principaux, faisaient confiance à mes décisions et me récompensaient par des primes qui alimentaient mon épargne. Je m'asseyais dans mon appartement à Louisville, modeste mais moderne, et consultais mon compte d'investissement à Monaco, le voyant croître. Ce Penthouse n'était pas juste un achat, c'était la preuve que j'avais dépassé leurs attentes. Mais les appels de la famille ne cessaient jamais. Maman laissait toujours des messages à propos de mon frère, il présente une idée de start-up, ou, il rencontre des investisseurs. J'écoutais, supprimais et passais à autre chose. Une fois, papa a appelé pour me demander si je pouvais aider pour la dernière entreprise de mon frère. J'ai refusé, prétextant le travail. Mais la vérité était que j'en avais fini de le sauver. Ils ne savaient pas que je possédais des millions et je n'avais aucune intention de le leur dire. Le pire fut un texto de Kristen, transféré par un ami, Maria gâche sa vie dans un boulot sans avenir, envoyé à mon frère avec un emoji de rire. Je l'ai gardé, sans savoir pourquoi, peut-être que je savais que j'en aurais besoin plus tard. Sa jalousie était évidente, elle ne m'avait jamais pardonné cette bourse, mais je ne l'ai pas confrontée. J'avais de plus grandes ambitions. Louisville était devenu mon sanctuaire, j'y avais construit une vie avec des amis qui célébraient mes réussites et des collègues qui respectaient mon travail acharné. Mais le poids de l'indifférence de ma famille persistait. Chaque fois que je voyais les publications de mon frère ou que j'entendais la voix de ma mère le louer, cette vieille sensation revenait, j'étais invisible à leurs yeux. Je parcourais les photos de mon Penthouse à Monaco, me rappelant que je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais réussi seul. Pourtant, une part de moi se demandait s'ils me verraient un jour tel que j'étais devenu. Je ne voulais pas leur éloge, je voulais qu'ils arrêtent de me sous-estimer. Cette tension persistait, silencieuse mais constante, alors que je menais ma double vie, experte en finance à Louisville et propriétaire secrète à Monaco. Puis vint l'invitation à la fête de promotion de papa, dans un lieu chic d'Indianapolis, tout en verre et lumière. Je n'étais pas retourné à Indianapolis depuis des mois, mais la promotion de papa au poste de directeur régional n'était pas quelque chose que je pouvais ignorer. En venant de Louisville, je me préparais au scénario habituel, mon frère volant la vedette, maman et papa l'adorant, et moi disparaissant en arrière-plan. Le lieu était rempli de collègues, amis et parents, l'air vibrant de tintements de verre et de rires forcés. Je me faufilais discrètement, espérant me fondre dans la foule, mais mon frère me repéra immédiatement, tenant la vedette près du bar, Kristen Walsh à ses côtés, tous deux irradiant une confiance arrogante. Il racontait leur récent voyage à Dubaï, sa voix assez forte pour être entendue, villa privée, rooftop, piscine à débordement. Il se vantait, jetant un coup d'œil vers moi comme s'il savait que j'écoutais. Kristen intervint, sourire acéré, vous auriez dû voir le yacht qu'on a affrété. Le public, captivé, hochait la tête comme jamais impressionné. Je levai les yeux au ciel, attrapant un verre pour éviter de répondre. Mais il n'avait pas fini. M'ayant repéré, il cria, « Hé, Maria, toujours coincée avec tes tableurs. » La salerie et le rire de Kristen, chargés de malice, tranchaient. Elle ne vit pas exactement la belle vie comme toi, dit-elle en le poussant légèrement. La pique fit mouche, mais je gardai mon visage neutre, j'avais entendu pire. Grand-mère me retrouva quelques instants plus tard, sa présence un ancrage silencieux. Elle me tira à l'écart et me demanda comment allait mon travail, comment va cette firme, dit-elle, la voix basse mais chaleureuse. Je commençai à répondre en mentionnant un projet récent, mais mon frère m'interrompit, avançant avec Kristen derrière lui, personne ne se soucie du boulot ennuyeux de Maria, dit-il, moitié en blague, moitié en défi. Les yeux de grand-mère se plissèrent, mais avant qu'elle ne réponde, Kristen ajouta, oui, elle n'est pas vraiment à ton niveau. Je serrai mon verre, sentant l'ancienne rancune remonter. Il me provoquait, et je ne savais pas combien de temps je pourrais rester silencieuse. La soirée traînait avec mon frère et son ami répétant leurs histoires, chaque anecdote une démonstration de leur connexion VIP à Dubaï. Maman et papa en raffolaient, rayonnant en le présentant à leurs collègues. Notre fils a de grands projets, dit papa en le tapotant dans le dos. Maman acquiesça, sourire large, il a toujours été si ambitieux. Je restais à proximité, invisible comme toujours, mes propres succès gardés secrets. Mes oncles et tantes, mêlés aux invités, ne posaient même pas les yeux sur moi. C'était comme si je n'existais pas.
puis vint le moment qui changea tout. Mon frère, encouragé par l'attention, me coinça près du buffet de dessert. Alors, Maria, comment va ta vie ces jours-ci? Toujours à calculer des chiffres dans ce petit bureau. Kristen sourit, se penchant, parie que tu es jalouse de ses aventures. J'aurais pu l'ignorer comme toujours, mais quelque chose céda. Peut-être les années de mépris, ou la façon dont il me regardait comme si je ne mesurerais jamais. Je soutins son regard et dis, en fait, je possède un Pantouse à Monaco. Les mots flottèrent dans l'air. Son sourire se figea, puis se tordit en incrédulité, tu mens. Sa voix assez forte pour attirer les regards. Comment as-tu pu ne pas nous le dire? La mâchoire de Kristen se décrocha, sa confiance s'effondra. Maman à côté pâlit, son verre devint tremblant. Papa, en pleine conversation, laissa tomber sa fourchette. La pièce sembla s'arrêter, des murmures parcourant la foule. Je ne bronchai pas. Pour la première fois, je sentis le poids de leur attention, et ce n'était ni pitié ni mépris, c'était du choc. Le visage de mon frère se raidit, c'est impossible. Cria-t-il en s'avançant. Toi, un Pantouse? Où as-tu eu l'argent? Je ne répondis pas. La main de grand-mère effleura mon bras, signal silencieux de soutien. Maman balbutia, Maria, c'est vrai? Voix faible, comme incapable de le comprendre. Papa resta silencieux, sa confiance habituelle disparut. Kristen tenta de se rattraper, elle exagère sûrement, murmura-t-elle, mais plus personne ne l'écoutait. Le pouvoir avait changé, et je le sentais jusqu'aux os. Mais quelque chose d'autre me marqua. Plus tôt, lors d'un moment de pause dans ses vantardises, mon frère avait posé une question étrange, alors, tu t'occupes des finances à Monaco. Ton détendu, yeux fuyants. Ce n'était pas dans ses habitudes de s'intéresser à mon travail, et cette question resta. Un signal d'alerte que je ne pouvais ignorer. Avait-il entendu quelque chose? Cherchait-il à piéger? Je ne savais pas, mais cela me mettait sur les nerfs. La fête ne se remit pas de ma révélation. Mon frère bouda, m'évitant, tandis que Kristen rôdait en me lançant des regards noirs. Maman et papa tentèrent de rester normaux, mais leur sourire était forcé. Mes oncles et tantes, ayant entendu, chuchotaient entre eux, expressions impénétrables. Je m'en fichais. J'avais passé des années à avaler leur mépris et, pour une fois, je les avais fait me voir. En rentrant à Louisville, l'adrénaline s'estompa, remplacée par un mélange étrange de triomphe et d'inquiétude. Je n'avais jamais voulu révéler mon secret, mais il m'avait poussé trop loin. L'explosion de mon frère, le choc de maman, le silence de papa, tout cela ressemblait à une victoire. Mais cette question sur Monaco me taraudait. Il n'était pas assez malin pour poser ce genre de questions sans raison. Quelque chose clochait et je devais comprendre quoi. De retour à Louisville, la question étrange de Ryan restait en tête. Une semaine après la fête, je consultai mes mails et remarquai quelque chose d'anormal. Assise à mon bureau, m'attendant à des messages de travail, je vis une notification de ma banque signalant une demande sur mon score de crédit. Mon estomac se noua. Je n'avais rien demandé, mais quelqu'un avait utilisé mes informations. En approfondissant, je trouvai un mail transféré d'un prêteur, adressé à moi mais envoyé à un compte inconnu. Objet, demande de prêt, 15 000 $ approuvés. Le mail contenait documents, formulaire W2 et rapport de crédit à mon nom, mais avec des incohérences. Les revenus déclarés étaient gonflés, et l'adresse mail associée presque identique à la mienne, avec une seule lettre modifiée. Je restais figé, reconstituant les faits. Une seule personne pouvait en être capable, mon frère avait accès à mes anciens dossiers financiers depuis que nous partagions un compte cloud familial il y a des années. Il avait falsifié mon identité pour obtenir un prêt, pariant sur mon crédit impeccable pour couvrir ses traces. J'ai passé des heures à recouper les preuves. Les dossiers du prêteur montraient que la demande avait été soumise 2 semaines avant la fête, à peu près au moment où il s'était renseigné sur Monaco. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un test pour voir si je remarquerais. Pire encore, j'ai trouvé une conversation de texto transmise par un ami commun dans laquelle il se vantait auprès de Kristen Walsh, ma sœur couvre ma dette. Aucun problème. La réponse de Kristen était une série d'émojis rire suivie de « Assure-toi qu'elle ne découvre rien ». Mon sang bouillait. Ce n'était pas une simple farce, c'était calculé, et Kristen y participait, remuant le pot comme elle l'avait toujours fait depuis nos années de bourse au lycée.
Ses motivations étaient claires, elle ne m'avait jamais pardonné de l'avoir éclipsée à l'époque et maintenant elle utilisait mon frère pour me rabaisser. J'ai continué à creuser, en consultant son Instagram. Une publication a attiré mon attention, une photo de lui sur une plage des Maldives, légendée, un grand merci à ma famille pour avoir rendu cela possible, et les commentaires regorgeaient d'éloges, les gens supposant que j'avais financé son voyage. Il avait propagé le mensonge selon lequel j'étais son soutien financier, améliorant son image tout en me peignant comme la sœur généreuse qui ne dit jamais non. C'était une gifle, faite sous mon nez. J'ai appelé maman, espérant obtenir des éclaircissements, mais elle a balayé mes inquiétudes, tu le comprends mal, dit-elle sur la défensive. Il a juste des difficultés, Maria. Tu sais combien il essaie. Je l'ai interrompu, refusant d'entendre les mêmes excuses, il a volé mon identité, dis-je d'un ton neutre. Elle a hésité, puis marmonné quelque chose à propos de lui parler. J'ai raccroché, sachant qu'elle prendrait son parti, comme toujours. Papa n'a même pas pris la peine d'appeler. Leur silence parlait plus fort que n'importe quelle excuse. La trahison était profonde, mais je n'allais pas laisser passer. Le lendemain, j'ai contacté une avocate spécialisée en fraude financière. Elle a examiné les preuves faux emails, messages, publications Instagram et confirmé que j'avais un dossier. C'est un vol d'identité, dit-elle. Nous pouvons bloquer le prêt et déposer une plainte. J'ai acquiescé, mais mon esprit était ailleurs. Les actes de mon frère avaient mis mes finances en danger, et avec un pantouse à Monaco à mon nom, je ne pouvais pas me permettre de laisser des points faibles. J'ai commencé à me renseigner sur la vente de la propriété, non pas parce que je le voulais, mais parce que je devais me protéger. Une rupture nette semblait le seul moyen d'éviter ces manigances. Le processus n'était pas simple, j'ai contacté un agent immobilier à Monaco pour discuter d'une éventuelle vente et des formalités nécessaires. Le pantouse représentait ma fierté, le symbole de tout ce que j'avais gagné, mais le garder revenait à inviter plus de problèmes. Chaque fois que je pensais au sourire suffisant de mon frère à la fête ou au texto moqueur de Kristen, la colère renaissait. Ils avaient franchi une limite, et je ne me battais pas seulement pour mon score de crédit, mais pour ma paix. J'ai conservé les preuves dans un dossier sur mon ordinateur, en y ajoutant chaque jour de nouveaux éléments. Une autre amie m'a envoyé une capture d'écran de Kristen publiant sur sa story, insinuant un drame familial avec un cryptique, certaines personnes ne peuvent pas gérer la vérité. Pathétique, mais cela me motivait. Elle pensait pouvoir se cacher derrière ces petites piques, mais je construisais un dossier qui les exposerait toutes les deux. Mon avocate m'a conseillé de rester silencieuse pour l'instant afin de ne pas les alerter. Je l'ai fait, mais le poids de leur trahison s'alourdissait chaque jour. Maman a rappelé, cette fois d'un ton plus doux, tu ne peux pas juste l'aider, suppliait-elle. C'est ton frère. J'ai ri, un rire amer, ce n'est pas mon problème, ai-je dit, puis j'ai raccroché. Ces mots résonnaient de cette loyauté aveugle avec laquelle j'avais grandi, mais j'en avais fini avec ces jeux. Seule grand-mère ne poussait pas. Quand je lui ai raconté, elle a juste écouté, puis dit, tu es plus forte que, Maria. Sa foi me soutenait, mais ne faisait pas disparaître la douleur d'avoir été poignardée par ma propre famille. Assise dans mon appartement à Louisville, regardant l'email de l'avocate détaillant les prochaines étapes, j'ai senti un tournant. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'un pantouse, mais de confiance, ou plutôt de son absence. Mon frère avait parié sur moi, restant silencieux sur ma loyauté envers une famille qui ne m'avait jamais choisi. Il s'était trompé. Je n'étais plus la fille qui laissait passer leur rejet. J'étais prête à me battre, et si cela impliquait de vendre mon rêve pour protéger mon futur, je le ferais sans hésitation. Rapidement, les mensonges de Ryan ont commencé à déraper. 2 mois plus tard, son image parfaite a commencé à se fissurer. Les conséquences des mensonges de mon frère ont rapidement éclaté, il avait bâti sa réputation sur des publications tape à accent grave-l'œil et des promesses creuses, mais les failles apparaissaient. Une agence marketing de Chicago l'avait engagé pour une campagne TikTok, s'attendant à une série de vidéos sponsorisées. Au lieu de cela, il a encaissé l'avance et disparu, ne livrant rien. L'agence n'a pas hésité, elle a porté plainte pour remboursement et dommages et intérêts. La nouvelle s'est répandue rapidement, et sa persona en ligne soigneusement entretenue s'est effritée. Pire encore, Kristen Walsh, son supposé allié, s'est retournée contre lui. Elle a divulgué un appel enregistré à un compte de potin, l'exposant de manière irréversible. Dans l'audio, il criait sur le manager de l'agence, les traitant des « idiots » qui ne méritaient pas son temps, puis il s'en prenait à moi avec mépris, ma sœur est trop radine pour aider,
assise sur son argent précieux. Le clip est devenu viral, accumulant des milliers de vues. Du jour au lendemain, il a perdu plus de 10 000 abonnés, avec des commentaires l'accusant d'être prétentieux et faux. Le geste de Kristen n'était pas un hasard, elle avait toujours agi pour son propre intérêt, et maintenant elle rompait les liens pour sauver sa réputation. J'ai regardé la scène se dérouler depuis Louisville, ressentant à la fois la satisfaction et le dégoût. Le chaos de mon frère était le sien, mais mes parents refusaient de le voir ainsi. Maman a appelé en premier, la voix tremblante, « Maria, tu dois l'aider », suppliait-elle. Il est poursuivi et dépassé. Vends ce pantouse. Ce n'est qu'une maison. Papa a enchaîné, d'un ton plus froid, ton frère a besoin d'un nouveau départ. Fais-le pour la famille. Leurs mots faisaient mal, non pas parce que j'avais besoin de leur approbation, mais parce qu'il choisissait encore son camp après tout. Puis un texto de mon frère lui-même, nous sommes une famille, Maria. Il disait, tu as ce bien à Monaco, partage la richesse. Je le ferai pour toi. L'audace me révoltait. Il ne regrettait ni d'avoir volé mon identité ni d'avoir traîné mon nom dans la boue, il voulait juste un renflouement sous couvert de faux sentiments. J'ai tapé une réponse brève et définitive, affronte tes propres conséquences. Puis j'ai bloqué son numéro. J'avais passé des années à porter leurs attentes, mais j'en avais fini d'être leur filet de sécurité. Ma décision de vendre le pantouse n'était pas à leur sujet, mais pour me protéger. Le procès contre mon frère, combiné à sa fraude antérieure, m'avait fait prendre conscience de la vulnérabilité de mes biens. J'ai contacté l'agent immobilier à Monaco avec qui j'avais parlé et nous avons finalisé un accord de dépôt avec une firme internationale. L'acheteur, un investisseur européen, offrait un prix juste, suffisant pour couvrir tout risque restant et financer un projet plus grand que moi. Signer les papiers était doux amer, ce pantouse représentait ma réussite, la preuve que j'avais surpassé leur rejet. Mais le laisser partir signifiait liberté face à leur chaos. Je ne voulais pas que l'argent reste à la banque. Mon enfance, toujours éclipsée et sous-évaluée, m'avait donné une idée, créer une bourse pour les enfants ayant grandi comme moi, négligés et sous-estimés. Je voulais leur donner la chance pour laquelle j'avais lutté, celle que mes parents ne m'avaient jamais offerte. J'ai rencontré un conseiller financier à Louisville, esquissant un plan pour lancer la bourse après la vente. Ce n'était pas seulement de la charité, c'était ma manière de réécrire l'histoire, de transformer la douleur en but. Maman ne lâchait pas prise, appelant chaque jour, de plus en plus désespérée, « C'est ton frère », disait-elle, comme si cela effaçait sa trahison. « Tu es égoïste, Maria. » J'ai cessé de répondre, laissant ces messages vocaux s'accumuler. Seule grand-mère comprenait. Quand je lui ai parlé de la bourse, elle a souri, les yeux brillants, « C'est toi, Maria, qui construis quelque chose de réel. » Ces mots m'ont soutenu dans les moments de doute, quand je me demandais si j'étais trop dur. Mais je ne l'étais pas. Mon frère avait fait ses choix, et je n'étais pas responsable de les réparer. La trahison de Kristen envers mon frère ne m'a pas surprise, mais elle a renforcé ma détermination. Elle avait divulgué l'enregistrement pour se distancier, mais cela s'est retourné contre elle, ses propres abonnés l'ont dénoncé pour hypocrisie et sa présence en ligne a été affectée. Je ne me suis pas soucié de me réjouir, mais c'était un petit morceau de justice. Elle avait passé des années à me nuire, du lycée à aujourd'hui, et ses manigances s'effondraient avec les siennes. À mesure que la vente du pantouse avançait, je me préparais à la suite. La pression de mes parents, le sentiment d'impunité de mon frère, leur refus de le tenir responsable, tout indiquait qu'il ne changerait jamais. Je ne pouvais plus esquiver leurs exigences ni faire semblant que nous étions une famille normale. La bourse représentait mon avenir, mais je devais d'abord obtenir une clôture. J'ai commencé à planifier une dernière conversation, non pas pour me réconcilier, mais pour établir des limites qu'ils ne pourraient franchir. Je voulais les affronter selon mes conditions, dans ma ville, et leur faire comprendre que j'en avais fini avec leur jeu. Assise dans mon appartement de Louisville, je regardais le contrat de vente du pantouse, les notes du conseiller pour le fonds de bourse et le dernier email de mon avocat concernant la fraude de mon frère. Tout s'assemblait, mais le poids de leur trahison restait présent. Je ne me battais pas seulement pour mon argent ou mon nom, mais pour la vie que j'avais construite, celle qu'ils n'avaient jamais appréciée, et j'étais prête à la protéger à tout prix. J'ai décidé d'affronter ma famille une dernière fois et j'ai invité tout le monde à dîner dans mon appartement à Louisville. Cette décision n'était pas impulsive, après des mois de pression et des mensonges de mon frère, je devais tracer une ligne. Mon appartement, modeste mais à moi, offrait le cadre parfait, mon territoire, mes règles. J'ai envoyé les invitations à ma mère, mon père,
mon frère, ma grand-mère, ma tante et mon oncle. Kristen n'était pas la bienvenue, son rôle dans ce chaos était évident et je n'avais pas besoin de son drame. La table était simplement dressée, mais au centre, j'avais placé une clé USB contenant une bombe à retardement, faux email, l'enregistrement divulgué de Kristen et des extraits du fiasco TikTok de mon frère. Ils sont arrivés ensemble, la tension palpable. En entrant, le sourire de maman était forcé, la poignée de main de papa raide, mon frère s'est affalé, évitant mon regard, tandis que ma tante et mon oncle s'échangeaient des regards méfiants. Ma grand-mère, fidèle à elle-même, m'a serré dans ses bras avec une force tranquille. J'ai servi le dîner, un poulet rôti simple, rien d'extravagant, laissant la conversation légère combler le silence. Mais je n'étais pas là pour faire l'hôtesse. Quand les assiettes ont été débarrassées, j'ai pris la clé USB et les brandis, nous devons parler, ai-je dit d'une voix posée. J'ai commencé par l'épreuve, branchant la clé sur mon ordinateur pour montrer le faux email que mon frère avait utilisé pour obtenir un prêt de 15 000 $ à mon nom. C'est du vol d'identité, ai-je dit, laissant l'écran parler de lui-même. Ensuite, j'ai diffusé l'enregistrement divulgué de Kristen, sa voix pleine de mépris m'insultant ainsi que mes partenaires commerciaux. Enfin, j'ai montré un montage de ses vidéos TikTok où il se vantait de contrats qu'il n'avait jamais honorés, désormais partis d'un procès. La pièce est devenue silencieuse, le visage de mon frère pâle, les mains crispées sur la table. Il a essayé de se justifier, ce n'est pas ce que ça semble être, je ne faisais que. Son audace en devenait presque risible. Je me suis penché, le regardant droit dans les yeux. J'ai signé le contrat pour le vendre, ai-je dit. L'argent ira à un fonds de bourse pour les enfants abandonnés comme je l'ai été. Pas un centime pour toi. Sa mâchoire est tombée, et pour une fois, il n'avait rien à répondre, s'affaissant dans sa chaise, vidé de toute énergie. Ma tante a pris la parole d'un ton sec, tu es trop dur avec lui, Maria. Il est jeune, il a fait des erreurs. Mon oncle a acquiescé, la famille reste unie. Je n'ai pas fléchi, pointant l'écran où l'email et l'enregistrement brillaient encore. Ce n'est pas une erreur. C'est un crime. Ils sont restés silencieux, leur défense s'effondrant sous le poids de la vérité. Les yeux de maman se sont remplis de larmes et papa fixait la table, son autorité habituelle disparue. Je me suis tourné vers mes parents, vous l'avez couvert, ai-je demandé calmement mais fermement. Vous avez ignoré ses mensonges, ses vols, et vous m'avez mis sous pression pour nettoyer son désordre. Ça s'arrête maintenant. Maman sanglotait en tendant la main, mais je l'ai retirée. Nous avions tort, murmura-t-elle. Nous aurions dû le voir. Papa hocha la tête, nous t'avons échoué, Maria. Leurs mots étaient sincères mais trop tardifs. J'avais passé des années à attendre leur reconnaissance et leur regret semblait vide. Ma grand-mère, jusque-là silencieuse, a parlé, tu as fait ce qu'il fallait, Maria. Je suis fier de toi. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'attendais, une bouée de sauvetage dans la tempête. Je hochai la tête, incapable de parler, reconnaissante envers la seule personne qui avait toujours cru en moi. Mon frère, quant à lui, ne supportait pas la situation. Il a repoussé sa chaise, marmonnant « Vous êtes tous contre moi », et a claqué la porte. Personne ne l'a suivi. La pièce semblait plus lourde après son départ. Ma tante et mon oncle évitaient mon regard, leurs protestations oubliées. Maman tenta à nouveau, la voix tremblante, « Pouvons-nous arranger ça, Maria ?» Je les ai regardés, puis papa, leurs visages empreints de culpabilité. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. J'ai porté vos attentes trop longtemps. J'en ai fini. Il ne s'agissait pas de vengeance mais de liberté. J'avais passé ma vie à prouver ma valeur et je n'avais plus besoin de leur approbation. Quand ils sont partis, ma grand-mère est restée, serrant ma main, « Tu es plus forte qu'ils ne le pensent », a-t-elle dit. J'ai souri, retenant mes larmes. Une fois seul, je me suis tenu dans mon appartement silencieux, la clé USB toujours sur la table. Le poids de leur trahison, de leurs excuses, de leur silence, tout est tombé. Pour la première fois, je me sentais libéré, capable de respirer sans leur ombre au-dessus de moi. Je ne les avais pas pardonnés, et peut-être ne le ferais-je jamais, mais je n'en avais pas besoin. J'avais construit une vie qu'ils ne pouvaient atteindre, et cela suffisait. Le fonds de bourse avançait, la vente du Pantouse presque finalisée. Ces enfants, ceux qui se sentaient invisibles comme je l'avais été, auraient une chance grâce à moi. Les mensonges de mon frère et les erreurs de mes parents ne pouvaient rien y changer. Je les avais affrontés non pas pour gagner, mais pour me libérer.
Et à cet instant, j'ai su que j'étais enfin libre. Cette nuit-là a marqué la fin de mon ancienne vie. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre d'un enfant du programme de bourse. La vie avait changé depuis ce dîner à Louisville. La vente du Pantouse était conclue et les fonds alimentaient un programme de bourse qui transformait des vies. Mes journées étaient remplies de réunions avec des conseillers pour développer le programme et d'un nouveau sens à ma vie. J'avais laissé le chaos familial derrière moi et, pour la première fois, je me sentais ancré, exactement à ma place. Mon frère avait disparu de la scène. J'ai appris par un ami commun qu'il squattait à Chicago, survivant sans les contrats qu'il avait soutenus. Sa présence en ligne, autrefois source de fierté, était devenue un désert, les sponsors l'ayant abandonné après le procès TikTok et l'enregistrement divulgué. Il n'avait plus donné signe de vie depuis qu'il avait quitté mon appartement et je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Kristen Walsh avait aussi disparu. Son rôle dans la fuite de l'enregistrement de mon frère avait eu l'effet inverse, provoquant un scandale qui ruina sa réputation. Ses réseaux sociaux étaient inactifs et ses contacts communs disaient qu'elle avait quitté la ville pour un nouveau départ ailleurs. Je ne m'en suis pas soucié. Elle avait été une épine dans mon côté pendant des années et son absence était un poids en moins. Mes parents ont essayé de me contacter. Maman a laissé des messages vocaux, la voix pleine de regrets, demandant à parler. Papa a envoyé des textos courts et maladroits, suggérant une réconciliation. Ma tante et mon oncle ont appelé une fois, message vague mais suppliant. Je n'ai pas répondu. Ce dîner avait été ma limite, et je ne revenais pas en arrière. Les couper n'étaient pas faciles, mais nécessaires. Leur loyauté envers mon frère, leur refus de me voir pendant des années, avaient construit un mur que je ne voulais plus escalader. J'ai changé de numéro, laissant leurs appels se perdre dans le silence. Ma grand-mère faisait exception. Ces textos arrivaient peu, chacun une encre discrète, « Tu fais du bon travail, Maria », écrivait-elle après le lancement du programme de bourse. Je suis si fier. Ces mots signifiaient plus qu'elle ne le saurait jamais, rappellent qu'au moins une personne m'avait toujours vu. Je lui répondais avec des nouvelles du programme, reconnaissante pour sa présence constante. Le fonds de bourse prospérait. En 6 mois, il avait aidé des dizaines d'enfants, couvrant fournitures scolaires, tutorat et préparation universitaire. Chaque candidature racontait une histoire de résilience, d'enfants se sentant invisibles mais persévérants. En les lisant, je revoyais des fragments de ma propre enfance, négligés et sous-estimés, mais déterminés. Le fonds n'était pas juste de l'argent, c'était une chance de réécrire leur futur comme j'avais lutté pour réécrire le mien. J'ai été invité à parler lors d'une conférence financière à Indianapolis, une opportunité de partager mon parcours de fille d'une petite ville à femme ayant tracé sa propre voie. Sur scène, je parlais de résilience, de se miser sur soi-même quand personne ne le fait. Le public écoutait, certains prenaient des notes, d'autres hochaient la tête. Après, une jeune femme s'est approchée, les yeux brillants, « Votre histoire m'a permis de finir l'université, merci », dit-elle. Ces mots sont restés gravés, une étincelle illuminant le long chemin parcouru. À Louisville, la lettre est arrivée, écrite à la main, un type de correspondance rare aujourd'hui. Une adolescente du programme de bourse la signait, me remerciant du soutien qui lui avait permis de suivre un camp d'été de codage. Je pensais que personne ne se souciait de moi, écrivait-elle. Vous m'avez montré que je pouvais le faire. Je l'ai lu 2 fois, la poitrine serrée d'émotion. Cette lettre prouvait que mes choix, la vente du Pantouse, le fonds, la distance avec ma famille, avaient construit quelque chose de réel. Je l'ai rangé dans un tiroir, rappel de pourquoi j'avais persisté. En regardant la ville depuis mon appartement, je repensais aux années passées à chercher l'approbation de ceux qui ne me l'avaient jamais donnée. Mes parents, mon frère, ma tante et mon oncle, ils m'avaient façonné, mais pas comme ils le croyaient. Leur indifférence m'avait appris à compter sur moi-même pour trouver ma valeur dans mon propre reflet. Je n'avais plus besoin de leur validation. J'avais bâti une vie qui m'appartenait, entouré de personnes qui me voyaient, des enfants du programme aux collègues qui respectaient mon travail. La leçon était claire, gravée dans chaque étape de ce parcours, vivre selon soi-même et ne pas courir après l'approbation de ceux qui ne vous estiment pas. J'avais passé trop de temps à prouver que j'étais suffisante pour réaliser que je l'avais toujours été. Le fonds de bourse, le discours, la lettre, ce n'étaient pas seulement des étapes, c'était ma vérité. Une vie construite selon mes termes, et cela valait plus que tout Pantouse ou lien familial. Je me tenais à la fenêtre de mon appartement à Louisville, souriante, sachant que j'avais réussi.